naissance du premier bébé éprouvette français dans ce journal, tout sur Amandine et sur la position réservée de l'Église. Édith Cresson au congrès de la FNSEA, dialogue serré mais courtois. Fin du sommet franco-allemand, demain François Mitterrand ira à Rome. Enfin le procès des auteurs de l'attentat contre Chapour-Bakhtiar, une série d'incidents à l'audience. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez presque tout d'elle, 3 kg 4, 51 cm et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. Alors, bien entendu, cette naissance a soulevé de considérables espoirs pour plusieurs dizaines de milliers de femmes jusqu'alors stériles. Des espoirs qu'il convient de ne pas trop encourager. Cette technique très particulière est encore bien difficile à mettre en œuvre. Martine Alain Regnault. Amandine est née de la fécondation en éprouvette, de l'ovocyte de sa mère et de l'un des 500 000 spermatozoïdes de son père que l'on a réunis dans un tube pour donner un œuf qui fut réimplanté avec succès. Aujourd'hui, à Antenne de Midi, en direct de Clamart, le professeur Testard et Bruno Lassalle, les auteurs de la méthode en éprouvette, ont reconstitué pour nous la manipulation qui a été faite pour permettre la naissance d'Amandine. Tout se passe à 37 degrés, dans l'ombre, comme dans le ventre de la mère. L'ovocyte est recherché dans le liquide de prélèvement. Il mesure à peine 1/10 de millimètre. Il est, paraît-il, très visible à la loupe. Puis il est placé dans une éprouvette avec un liquide adéquat où il pourra attendre quelques heures la rencontre avec ses partenaires. Pendant ce temps, le sperme du père est examiné et environ 500 000 spermatozoïdes sont sélectionnés pour leur mobilité et leur vitalité. Quand tout sera prêt, à l'aide d'une pipette, on réunira l'ovocyte et les spermatozoïdes qui donneront l'œuf. Celui-ci est incubé alors 64 heures, il se segmente en 2, 4, 8, 16 cellules et c'est à ce stade que devra se faire la réimplantation dans l'utérus maternel. Il y a eu au début beaucoup d'échecs, mais aujourd'hui, la technique est bien au point. Il semble que ce ne soit pas l'acte biologique en éprouvette, comme vous le voyez là, qui pose maintenant le plus de problèmes, mais c'est toujours la réimplantation chez la mère. Toutefois, par ce procédé, à ce jour, dans le monde, plus de 100 grossesses sont en cours, dont 2 en France, et 16 enfants sont nés, dont 2 jumeaux éprouvettes en Australie. Dans notre pays, on estime que 15 à 20 000 femmes stériles au moins pourraient bénéficier de la méthode. C'est donc dans ce tube, avec cette manipulation aujourd'hui, que peut se jouer désormais l'avenir d'un être humain. Oui, dans notre journal de samedi, nous consacrerons une tranche spéciale à cette technique de fécondation et aux problèmes qu'elle pose. Mais d'ores et déjà, ce soir, nous avons voulu interroger l'Église sur le problème moral que pose donc une telle conception. J'imagine que Amandine est un des bébés qui a été accueilli avec le plus d'amour et qui a été le plus voulu, et ça me réjouit le cœur. Et pourtant quelques réserves néanmoins, non? Ah bah, pas des réserves sur cela, des réserves sur la technique et ce qu'elle pourrait entraîner. Ça, je crois que je suis pas comme beaucoup de gens. Je fais 3 types de réserves. La première, c'est de me dire, c'est peut-être la porte ouverte à des manipulations. On va essayer de trouver les meilleurs donneurs. Alors, je dirais, là, c'est très important. Il faut absolument que ce soit le mari et qu'on ne sélectionne pas les hommes, qu'on sélectionne des veaux ou des taureaux. Ça, c'est très important. Deuxième point, il me semble que il faut être tout à fait attentif dans ce genre d'expérience à aussi ceux qui ratent, car les embryons qui n'ont pas été portés à terme sont peut-être pas des hommes, mais des natures humaines, et ils meurent. Et je crois qu'on n'a pas le droit de manipuler ce qui est humain sans problème. Et puis troisièmement, c'est une question. Est-ce que on doit tout faire? Est-ce qu'il y a un droit à la procréation? Je n'en sais rien et je crois que ça vaudrait la peine de l'étudier. Voilà donc pour Amandine ce soir, Amandine à qui nous souhaitons bonne chance. Puisque nous parlons de l'Église, et cela n'a aucun rapport, sachez que l'évêque du Mans n'est pas content du tout de la candidature d'une religieuse aux élections cantonales dans la Sarthe, candidature sous les couleurs du PS, vous l'avez découvert dans un de nos reportages. Cet engagement de sœur Christiane est inopportun, a-t-il dit, mais je respecte la responsabilité personnelle du choix politique de chacun. Autre candidature au cantonal qui fait parler d'elle, celle de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une surprise, a dit le président de l'UDF, Jean Le Canuet, mais elle est courageuse et sympathique. Quant à Bernard Ponce, le numéro 2 du RPR, il a estimé que la procédure était normale et démocratique.
Les suites du congrès de la FNSEA au Touquet, aujourd'hui une intervention attendue, celle du ministre Édith Cresson, qui n'est pas précisément l'idole du syndicat agricole, eh bien, les choses ne se sont pas trop mal passées apparemment au Touquet. On parle même d'un certain dégel. Alain Doubeski sur place. Cet après-midi, dans une salle bondée, dans une ambiance tendue, Madame le ministre de l'Agriculture s'est frayé un passage difficilement jusqu'à la tribune. C'est que le rendez-vous du ministre avec la puissante fédération agricole était très attendu. Après ce que certains ont appelé les maladresses du ministre, on se demandait ici quel serait l'accueil des agriculteurs. Arrêtons là le suspense, finalement l'accueil n'a pas été trop mauvais. 3 thèmes principalement ont été évoqués. Le premier, bien sûr, c'est le revenu agricole. Monsieur Guillaume, le président de la FNSEA, l'aborde en ces termes. Comment faire comprendre à des femmes et à des hommes, les éleveurs notamment, la nécessité de la 5e semaine de congés payés, les 39 heures payées 40, alors que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais dans leur vie professionnelle connu de vacances et qu'ils s'acharnent à leurs travaux, au moins 12 heures par jour, dimanche compris, pour un résultat bien médiocre. Prenant ensuite la parole, Madame Cresson a tenu à rassurer le monde agricole quant à son revenu. Améliorer les conditions de vie des agriculteurs en assurant aux travailleurs agricoles un revenu comparable à celui des autres travailleurs. L'époque est passée où l'exode rural alimentait l'expansion industrielle. Désormais, un agriculteur de moins, c'est un chômeur de plus. Enfin, tout le monde attendait le ministre à un tournant, celui de Bruxelles. Chacun savait dans la salle que la solidarité nationale n'est pas une fin en soi. Les prix, c'est à Bruxelles qu'ils sont décidés. Ici, on voulait savoir si le ministre était décidé à être ferme. À Bruxelles, la politique défendue par la délégation française est claire. Refuser toute politique malthusienne de limitation des productions. Restaurer les principes de base de la politique agricole commune. Défendre en priorité un modèle d'exploitation fondé sur le travail familial et la valorisation des ressources naturelles de l'exploitation. Obtenir un niveau de prix suffisant pour assurer un revenu équitable. En résumé, les choses se sont plutôt bien passées. Quelques rires, quelques sifflets, mais rien qui ressemble à une déclaration de guerre. Une réflexion d'un agriculteur que j'ai entendu à la sortie, il faut attendre 1 an avant de porter un jugement définitif sur notre ministre. Cela résume bien, je crois, l'état d'esprit ici. Réunion également en ce moment du MODEF. Le CNJ a de son côté prône la modération. Enfin, les agriculteurs doivent manifester le 23 mars à Paris. Des chiffres significatifs ce soir, ceux de l'industrie pétrolière française. La facture pétrolière a progressé de 19% par rapport à l'année dernière et pourtant les Français ont été très civiques. La consommation d'essence n'a pratiquement pas bougé malgré une augmentation du parc automobile et celle du fioul a baissé de 14% pour le fioul domestique et de 25% pour le fioul lourd. Autre chiffre clé, celui de l'inflation pour le mois de janvier, c'est finalement 1%, chiffre confirmé donc aujourd'hui par le ministère de l'économie où l'on pousse un ouf de soulagement. Le chiffre est en effet bien meilleur que prévu. Un chiffre important pour tous les fonctionnaires, il y a fort à parier que l'augmentation des traitements pour 82 suivra l'inflation. On abandonnerait donc ce que l'on appelle le système Delors, un système d'anticipation qui prévoyait une augmentation de 10,5%. C'est la principale décision prise ce matin au cours d'une réunion entre le ministre, Anis et Le Pors, et les 7 fédérations de fonctionnaires. Alors, Laurence Graffin, tout d'abord, un rappel ce qu'est ou ce qu'était le système Delors. Et oui, vous vous souvenez, le 6 octobre dernier, Jacques Delors réunissait les syndicats. Il leur proposait un système. On table sur une inflation réduite, on augmente les salaires à l'avance, par étapes, à partir de cette modération souhaitée. Et puis, on corrige si nécessaire. Les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques devaient être les fers de lance de cette nouvelle donne. Pour les fonctionnaires, le système s'était traduit en propositions du ministre de la fonction publique. Ces propositions, 4 enveloppes échelonnées sur 82. On pouvait discuter de la répartition de ces enveloppes entre les différentes catégories de salariés, et puis révision 2 fois par an. Et ce matin, le système semble avoir été abandonné au bénéfice des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire on attend de voir quelle est l'inflation et on augmente les salaires en conséquence avec un coup de pouce éventuel. Pourquoi ce changement ? Les syndicats jugeaient les propositions insuffisantes pour augmenter suffisamment les bas salaires, et puis la plupart estimaient trop brutales
l'idée de répartir les fonds entre hauts et bas salaires. Ça peut vouloir dire aussi qu'un des garde-fous ébauchés par Jacques Delors pour lutter contre l'inflation est battu en brèche par une des catégories sur laquelle il comptait le plus, pour donner l'exemple, les fonctionnaires. En effet, les fonctionnaires et assimilés représentent en tout 7 millions de personnes. Ce n'est pas forcément dramatique, parce que les méthodes traditionnelles en 81 n'ont pas été tellement inflationnistes, et ce n'est peut-être pas définitif. Il y a une nouvelle réunion en début de semaine prochaine. Voilà, après le système Delors, le système Fabius, ce n'est pas nouveau, mais ça fait toujours plaisir. Le ministère du Budget a décidé de reporter à mardi minuit la date limite d'envoi de la déclaration des revenus, et non pas dimanche minuit. La fin du sommet franco-allemand, le 39e du nom, Helmut Schmidt et François Mitterrand se reverront le 9 juin à Bonn, à la veille du sommet de l'Alliance Atlantique. Hier et aujourd'hui, l'accord entre les deux hommes semble avoir été complet. Michel Meyer. 36e sommet et 8e rencontre entre les deux hommes. Pour François Mitterrand et Helmut Schmidt, il s'agissait de prendre date et d'accorder leur politique avant un printemps qui s'annonce très riche en rencontres économiques, monétaires et diplomatiques. Après un certain flottement dû au changement de pouvoir à Paris, les relations franco-allemandes ont donc retrouvé leur lit naturel. Ce constat s'impose à l'issue d'entretiens qui ont permis à Paris et à Bonn une vigoureuse condamnation de la situation en Pologne et un langage clair et ferme envers Moscou, sans oublier une nouvelle remise en cause de la politique de taux d'intérêt élevés de Washington. En somme, de privilégier les rapports entre Français et Allemands se veulent à nouveau serrés et étroits. Le choix des mots de François Mitterrand illustre donc cet état de fait. Cette déclaration se termine de la même façon qu'elle est inspirée dès le point de départ, par l'affirmation d'une volonté plus forte encore et plus étroite de notre coopération et de notre communauté de vues, afin d'une part d'affirmer notre présence sur la scène du monde et, comme il est dit dans le texte, d'accroître le poids de l'Europe. Helmut Schmidt n'est pas reparti tout de suite sur Bonn. Il avait tenu à rendre visite tout d'abord à Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris. Il lui rendait sa visite. Monseigneur Lustiger l'avait vu en Allemagne. Et puis il a également tenu à rencontrer Pierre Mendès France et Naum Goldmann, l'ancien président du Congrès mondial juif. Après le dialogue avec les Allemands, un échange avec les Italiens pour François Mitterrand, attendu demain matin à Rome pour une visite officielle de 2 jours. Il y verra le président du Conseil, le président de la République, le pape, mais aussi Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste, dont il a dit aujourd'hui que son évolution est intéressante. Alors son évolution, vous la connaissez, elle va dans le sens d'une distension des liens avec Moscou, mais tout le monde, chez les communistes italiens, n'est pas tout à fait d'accord. Tutte le idealità che hanno costituito sin dall'inizio le caratteristiche fondamentali del Partito Comunista Italiano. C'est tout de même un événement. Des membres du Parti communiste italien restés fidèles à l'Union soviétique et qui désapprouvent la rupture ou la semi-rupture avec Moscou, ces militants plutôt âgés et nostalgiques de Staline ont décidé de s'organiser. L'un des responsables de cette espèce de dissidence pro-soviétique s'empresse de préciser que son mouvement et sa revue, Interstamp, ne sont pas financés par l'ambassade du RSS à Rome. Quando scoppiò il momento terribile dello stalinismo. Vous êtes toujours membre du Parti communiste italien? Oui, je suis membre du Parti communiste italien depuis 38 ans. Et il n'y a pas de danger que vous soyez exclu? Je pense que non, j'espère que non. Je ne sais pas en base à quelle raison il devrait soumettre un militant à une sanction n'importe laquelle qui dit la vérité sur les choses objectivement. Alors qu'est-ce que vous reprochez à la direction actuelle du Parti communiste italien et en particulier à Berlinguer? De cacher surtout des informations qui se rapportent aux pays socialistes, le rôle de l'Union soviétique et la défense de la paix que mène l'Union soviétique dans ce moment, qui est menacée, qui est mise en danger par l'impérialisme. Il est très difficile d'évaluer l'importance de cette dissidence pro-soviétique à l'intérieur du PCI. D'ailleurs, il y a beaucoup de militants qui restent très attachés au modèle soviétique, mais qui refusent de s'organiser. La direction du parti a compris qu'il valait mieux engager une campagne d'explication. Toutes les sections du parti sont mobilisées. Il y a des milliers de militants qui sont désorientés, incrédules,
S'il n'y avait pas eu la révolution d'octobre et l'Union soviétique, est-ce qu'il n'y aurait jamais eu de parti communiste italien? Pourquoi est-ce que vous cachez le portrait de Staline derrière la porte? Mais non, on ne le cache pas. Avant, il était accroché derrière moi. Il est tombé parce que la peinture ne tient pas. On se promet de le remettre à sa place. Cela ne veut pas dire que nous sommes des staliniens. Disons que chaque moment de la lutte des communistes nous appartient, que ce soit en bien ou en mal. Comment avez-vous réagi en apprenant que la Pravda avait condamné le Parti communiste italien? J'ai eu un moment de désarroi, du moins au début. Enrico Berlinguer, il aura 60 ans cette année. Cela fait 10 ans qu'il est à la tête du parti. Il veille à ce qu'on applique le centralisme démocratique. Quand une décision est prise, on l'approuve ou on quitte le parti. La ligne actuelle du PCI est la suivante. Maintenant que nous avons rompu avec Moscou, rien n'empêche plus la formation d'une gauche unie, en particulier avec les socialistes. Après la tactique du compromis historique, c'est celle du Front populaire. Cette rupture, si rupture il y a avec Moscou, ça rend plus facile le dialogue entre les socialistes et les communistes, évidemment. Mais il y a encore beaucoup de problèmes. Il faut se demander, premièrement, quelle est la politique étrangère du Parti communiste. Je viens de le dire, rompre avec Moscou ne veut pas dire accepter le socialisme démocratique de l'Europe occidentale. Ne veut pas encore dire ça, bien que le Parti communiste s'y ait rapproché beaucoup. Le Parti communiste italien reste un parti de masse, avec ses 1 700 000 adhérents, même s'il n'est plus révolutionnaire. Mais c'est cette force et cette discipline qui effarouchent encore les autres partis politiques italiens. Non, décidément, le PCI n'est pas un parti comme les autres. Il y a le passé, il y a l'organisation interne du Parti communiste italien. La rupture avec Moscou n'est pas forcément définitive. Voilà ce que pensent ceux qui regardent un peu incrédules les grandes manifestations du PCI. Libye, Madame Dupont et ses 2 fils condamnés à la prison à perpétuité dimanche ont été transférés à la prison centrale de Tripoli. Jusqu'alors, ils étaient séparés. 2 d'entre eux étaient en hôpital psychiatrique. Il paraît que l'état de santé de Madame Dupont est très mauvais. Pologne, voici les toutes premières images qui nous soient parvenues de l'endroit où Lech Walesa se trouve en résidence surveillée. C'est une bâtisse située à quelques 25 km à l'est de Varsovie. La Croix-Rouge, présente en Pologne depuis décembre, a dit avoir pu rendre visite à ce jour à plus de 1000 personnes internées en vertu de l'état de siège. 1000 personnes sur les 4000 officiellement internées. Le procès de Maître Merlin, l'avocate de Philippe Maurice, verdict dans les heures, peut-être même les minutes à venir pour ses défenseurs qui ont réclamé un acquittement pur et simple. Elle a certes été manipulée, mais ce n'était ni Antigone ni Bécassine. Autre procès à sensation, le procès des 5 hommes accusés d'avoir tenté d'assassiner l'ancien Premier ministre iranien, Chapour Bakhtiar. Vous vous souvenez de ces images? Eh bien, ce procès, cet après-midi à Nanterre, a été émaillé d'un certain nombre d'incidents. 4 des accusés ont été expulsés de l'audience et ont annoncé qu'ils allaient entamer une grève de la faim. Sur place, le compte-rendu de Paul Lefebvre. Ce procès marathon, commencé à cloche-pied aujourd'hui en raison de la multitude des incidents, s'est transformé en un véritable dialogue de sourds. Et doublement, vous allez voir. Au départ, les 5 accusés étaient d'accord pour dire ceci. Nous ne reconnaissons pas votre justice et notre culpabilité. Nous sommes des soldats qui avons exécuté une décision de notre gouvernement. Le coupable et le condamné, c'est Chapour Bakhtiar. Notre juge, c'est Allah. Partant de là, ils rejettent tout acte judiciaire, se battent avec les gardes, se moquent de la cour, insultent François Mitterrand, mauvais révolutionnaire disent-ils, et finissent par être expulsés en annonçant une grève de la faim. Tous, sauf un, qui accepte lui d'être jugé, mais qui demande d'abord l'assurance de ne pas être rendu à l'Iran ou à l'OLP. Il dit qu'il a peur d'être assassiné par ceux qui aujourd'hui règnent à Téhéran et qui, selon lui, ont trahi la révolution islamique. Demain vendredi, jour de prière, ils ne veulent pas comparaître et l'on attend avec une certaine inquiétude le jour de la semaine prochaine où les accusés seront confrontés avec M. Chapour Bakhtiar. En attendant, un homme, un grand garçon brun, observe les choses de son fauteuil roulant. C'est le policier sur lequel ils ont tiré et qui, lui, ne marchera plus. Et suite de la grève à la télévision, hier, Gérard Longuet, un ancien député UDF, a demandé au PDG de s'expliquer.
Et l'intersyndicale des journalistes a été reçue par le ministre de la Communication, mais sur un sujet qui n'a pas de rapport avec le motif de la grève d'hier, la convention collective des journalistes. Là, il y a accord de principe entre les deux parties. Ce que réclamaient les journalistes hier, c'était d'être consultés sur l'élaboration du futur statut de l'audiovisuel. Bien précisément, une réunion sur ce statut vient d'avoir eu lieu à l'Élysée autour du président Mitterrand. Grand déploiement policier à Hélène, vous le voyez, dans la banlieue lilloise, pour essayer de retrouver deux jeunes garçons disparus depuis hier midi dans les galeries de la Carrière. C'est un vaste réseau souterrain qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'en Belgique. Un véritable labyrinthe souterrain. Les policiers et les pompiers sont aidés par des spéléologues et des ingénieurs des mines. Ce n'est pas la première fois que des enfants se perdent dans ces galeries. Occupation de l'ambassade de Belgique par des écologistes belges en signe de protestation contre l'implantation de la centrale nucléaire de Chaux dans les Ardennes, à la frontière franco-belge. Amateurs d'opéra, voici de quoi vous réjouir. Verdi est à l'affiche du TNP, entendez par là le Châtelet. 5 œuvres en 2 mois seront présentées, des œuvres de jeunesse de Verdi. Verdi qui, durant tout le siècle dernier, fut le plus populaire des compositeurs lyriques. L'ouverture de ce marathon verdien est une réussite exemplaire, m'a confié Georges Bégou. Il s'agit de Macbeth, que je vous invite donc à découvrir dans une mise en scène de Pierluigi Pizzi. Les sorcières de Macbeth, témoignage des fiançailles entre le jeune Verdi et l'œuvre de Shakespeare. Les épousailles eurent lieu plus tard et durèrent 50 ans, marqués par les chefs-d'œuvre de la maturité, Othello et Falstaff. Macbeth est une œuvre pleine de verdeur, mais elle n'est pas mineure. Tout le génie musical de Verdi est là, celui qui depuis un siècle domine et passionne les générations. J'estime que les deux personnages sont au même niveau, absolument. Et ils ont tous les deux une très très grande force dramatique. C'est pour ça que je parle volontiers d'un couple plutôt que d'un personnage ou d'un autre personnage. Et la chose qui m'intéressait, c'était de suivre ces deux personnages, de les confronter d'abord, et puis de les suivre dans cette spirale descendante qui amène ce couple du crime à la mort. Au-delà de l'affrontement meurtrier du couple et du délire psychologique, Macbeth est aussi une œuvre politique dans laquelle Verdi projette sa propre pensée révolutionnaire, dans une époque où l'Italie est occupée par les Français et les Autrichiens. Il ne faut pas s'étonner d'y voir des scènes de bataille et des chants partisans s'élever vers un ciel de drapeaux rouges. Macbeth donc au TMP Châtelet. Le résultat du quartet d'aujourd'hui, le 6, le 2, le 15 et le 8, pas de rapport pour le moment. En revanche, la météo avec Alain Gillot-Pétrec qui va nous la chanter. Non, je ne vais pas vous la chanter, ça ferait venir la pluie, il y en a suffisamment qui arrivent. Je vous annonce donc du redoux par l'ouest du pays et je vous le prouve avec les températures extrêmes de 13 heures relevées par la météo nationale. Il faisait moins 4 degrés à Nancy, c'était le minimum et c'était l'est, et 10 degrés à Lorient, c'était le maximum et c'était l'ouest. Alors pour demain, une carte extrêmement confuse comme tous ces derniers jours, c'est le temps, on n'y peut rien. Des nuages le matin sur pratiquement tout le pays, mais l'après-midi, ce qui est le plus important, des nuages surtout sur l'extrême sud-est et la Corse avec encore de la pluie et un renforcement des vents de sud-ouest. Sur la moitié est du pays,
pays. En général, c'est un temps ensoleillé, après dissipation des brouillards givrants du nord-est. Il va faire froid demain nord-est, attention pour la circulation. Toujours des nuages également sur la Méditerranée qui auront tendance à se dissiper. Il y aura également des chutes de neige sur les Alpes du Sud, sur la moitié ouest du pays, toujours pour l'après-midi. C'est un ciel aussi de plus en plus nuageux avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, accompagnée de nuages, de pluie, de neige aussi, précédée de neige, également de la neige sur les Pyrénées. Ce n'est pas très gentil tout ça. Enfin, sur l'ouest du pays, avec un renforcement des vents de nord-ouest, c'est un ciel variable avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures prévues pour demain, la ligne des gelées pour demain matin, vous voyez qu'il va geler presque partout en France, mais l'après-midi, sur les températures de l'après-midi, c'est toujours froid au nord-est, doux à l'ouest et au sud, et frais au centre. La neige pour ceux qui vont y partir, l'enneigement moyen en centimètres sur les plus hautes pistes ouvertes sur tous les massifs français, eh bien il y a de la neige sur tous les massifs français, pas la peine d'en dire davantage, des Vosges aux Pyrénées-Est, c'est très bien. Pour terminer notre éphéméride, demain c'est le vendredi 26 février, les heures du soleil, 3 minutes en plus, lever 7h41, coucher 18h27, et on fêtera les Nestors. Voilà, et avant la Saint-Nestor, vous avez 2 rendez-vous importants ce soir, tout de suite après ce journal Affaires vous concernant. Les pays de la faim nous font vivre. C'est une émission que je vous invite à regarder. Elle est très importante. Et puis à 23h15, le dernier journal que vous présentera Hervé Claude. Bonsoir à tous, à demain 20h.